Bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier la SFPS pour la sollicitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager finalement les thématiques sur lesquelles on travaille. Et je serais d'ailleurs tout à fait intéressée pour, au-delà des questions que vous pouvez me poser, qui seront, je l'imagine, très intéressantes, d'avoir également vos retours terrain, vos expériences sur la gestion du stress au niveau interpersonnel. Ça me permettra aussi d'enrichir mes travaux. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Émilie Pété, je suis ATER à l'UFR STAPS de Dijon, au laboratoire psychologie dynamique relationnelle et processus identitaire depuis cette année. Et avant d'être ATER, donc j'ai fait ma thèse au laboratoire motricité interaction performance à Nantes Université. Donc aujourd'hui, on va parler gestion du stress en sport et on va surtout s'intéresser sur sa valence, on va dire, interpersonnelle, voire collective, qui est un petit peu moins connue et qui fait l'objet de moins de travaux de recherche que sa valence plutôt individuelle, même si je vais commencer par parler de l'individuel pour poser un petit peu les bases. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au stress? On va venir s'intéresser au stress dans le contexte sportif, en psychologie du sport et préparation mentale, parce que finalement, les sportifs et sportifs de haut niveau rencontrent très fréquemment des situations de stress qui génèrent des émotions, soit positives, mais surtout négatives. Donc, des situations de stress, il en existe une multitude. Je vous en ai quelques exemples de ce qu'on peut rencontrer. Donc, par exemple, la blessure, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais la blessure, ça, c'est une situation de stress que les sportifs peuvent rencontrer fréquemment, en tout cas au niveau, une mauvaise performance, euh, l'arbitrage ou une erreur d'arbitrage, et puis plus récemment, euh, des situations plutôt inédites, mais que les sportifs doivent quand même gérer. Ils doivent être outillés pour pouvoir faire face à ce genre de situation comme une crise sanitaire. Donc voilà pourquoi on vient s'intéresser finalement à cette thématique-là qui est très importante et qui nécessite d'avoir quelques outils et quelques connaissances pour pouvoir la travailler, cette gestion du stress. Donc il y aura plusieurs parties, une partie un petit peu plus importante peut-être sur la présentation finalement de cette dimension interpersonnelle du coping, en partant de l'individuel pour aller vers le collectif. Ensuite, je vous présenterai des stratégies d'intervention qui ont été utilisées dans la littérature, ou en tout cas des stratégies sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler les stratégies collectives de gestion du stress et des émotions. Et puis une dernière partie sur finalement toutes les perspectives de recherche, tout ce qui reste encore à aborder dans la recherche, et il reste encore pas mal de choses. Alors déjà, le stress, qu'est-ce que c'est? Juste pour faire les bases, je ne vais pas vous donner plein de définitions, mais c'est juste pour voir que le stress, finalement, souvent, on a tendance à le confondre avec l'anxiété. L'anxiété qui est une émotion qui est générée finalement à cause du stress. Donc le stress, ça va être finalement un processus de régulation où l'individu, le sportif, va évaluer son environnement. Donc c'est un échange en fait entre l'individu et son environnement. Et lorsqu'on est en présence d'une situation de stress, c'est lorsque la personne, finalement, l'individu, va évaluer cette situation comme éprouvant ou excédant ses ressources et donc menaçant son bien-être. Donc globalement, ça c'est une situation et c'est lorsque, par exemple, les demandes de la situation, l'environnement va, finalement, ces demandes, elles vont être plus importantes que les ressources que j'ai à ma disposition pour faire face à la situation. Alors, le stress, d'où est-ce que ça vient finalement? Bien, comme je vous le disais, ça vient d'une relation finalement entre l'individu et son environnement, où finalement, dans cette relation-là, il va d'abord y avoir ce qu'on appelle une évaluation cognitive, une double évaluation cognitive, où l'individu va évaluer la situation à laquelle il fait face. Alors, on a d'abord l'évaluation primaire. Alors, je dis d'abord, mais il n'y a pas de notion de temporalité finalement entre ces deux évaluations. On a une évaluation primaire et une évaluation secondaire. Il n'y en a pas une avant les autres en termes de temporalité. C'est juste pour les différencier. Donc, l'évaluation primaire, c'est lorsque l'individu va finalement se poser la question de l'importance de la situation. Est-ce que la situation à laquelle je fais face est importante? Et quel est l'enjeu? Est-ce que la situation, finalement, elle m'implique moi? Est-ce qu'elle a de l'importance? Et si la réponse à cette question est oui,
on est face à une situation de stress, ça peut provoquer du stress. Et si la réponse est non, c'est-à-dire si la situation n'est pas si importante que ça, alors il n'y aura pas forcément de stress. Donc ça peut être par exemple une situation où on est avant un match important, une finale de championnat, etc. Est-ce que cette situation est importante? On peut imaginer que oui. Et donc, on peut être potentiellement face à une situation qui peut générer du stress. La deuxième évaluation, c'est l'évaluation secondaire, c'est-à-dire qu'au-delà de l'importance de la situation, est-ce que j'ai également les ressources disponibles pour faire face à cette situation en termes de stratégie mentale ou physique, etc. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être en capacité de surmonter finalement la situation qui se présente? Alors, ces deux évaluations, primaire et secondaire, elles vont donc finalement générer différentes perceptions de la situation en fonction de si on perçoit la situation comme pouvant avoir des conséquences agréables ou désagréables pour l'individu et en fonction de si cette situation elle est passée ou elle va arriver. Donc il y a plusieurs perceptions finalement de la situation qui vont engendrer des émotions soit agréables, soit plutôt désagréables. Donc par exemple, on peut avoir une perception de bénéfice, c'est-à-dire que la situation vient de passer, par exemple, j'ai marqué un but, elle est agréable puisqu'il y a des conséquences positives, la situation était importante, j'avais les ressources, j'ai marqué un but, et donc on est sur une situation de bénéfice, de gain, et ça peut générer des émotions comme la joie. En revanche, lorsqu'on subit une perte, par exemple, on vient de perdre un match, ou je viens de perdre un match, eh bien, on est plutôt sur une situation donc, de perte avec des conséquences plutôt désagréables pour l'individu qui peuvent générer des émotions comme la tristesse ou la honte. Ensuite, ce qui est plus investigué dans la recherche en psychologie du sport, c'est sur les situations qu'on va anticiper, les situations futures, le prochain match, le prochain point, etc., la prochaine compétition. Donc, si l'individu estime que cette situation, elle peut avoir des conséquences positives, on va être plutôt sur une perception de défi. C'est-à-dire que oui, le match est important, mais j'ai les ressources pour faire face, donc c'est plutôt un challenge. Donc, ça peut générer des émotions comme l'espoir ou l'optimisme. Et puis, par contre, et là, c'est souvent la majorité des situations, c'est finalement, j'anticipe que la situation, elle me menace. C'est une perception de menace qui peut générer de l'anxiété ou de la colère. C'est-à-dire que la situation est importante, mais je ne suis pas sûre d'avoir les ressources pour faire face à la situation. C'est un exemple. Et donc, ça peut générer de l'anxiété ou de la colère. Donc, voilà finalement d'où vient le stress assez globalement. Et donc, et les émotions qui en découlent également. Et donc, tout l'enjeu, après, c'est de réguler ce stress et ces émotions. Alors, comment on les régule? Eh bien, via des stratégies de coping. Donc, le coping, c'est la gestion du stress, hein, c'est le terme anglophone. Ça va être finalement l'ensemble des stratégies, des efforts cognitifs, comportementaux que l'individu, l'athlète, va mettre en place pour faire face à la situation de stress. Alors, ces stratégies de coping individuelles, pour le coup, pour l'instant, elles ont été classifiées de différentes manières. Moi, je vais vous présenter la classification la plus récente, mais il en existe plusieurs. Donc, d'abord, on retrouve un groupe de stratégies, une dimension qu'on appelle les stratégies de maîtrise centrées sur le problème. C'est-à-dire que cette dimension-là, cette catégorie-là, elle va regrouper toutes les stratégies qui visent à maîtriser la situation et éliminer le stresseur. Ça peut être analyser la situation, augmenter les efforts, résoudre le problème, etc. Donc tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là. La deuxième catégorie, c'est la régulation interne. Donc, on est plutôt sur la régulation émotionnelle au sens large. Donc, réguler les réponses internes qui sont dues au stress. Donc, ça peut être, par exemple, l'acceptation des émotions, de la distraction, etc. Tout ça, ça rentre dans cette catégorie. Et la troisième catégorie, c'est le désengagement de l'objectif, c'est-à-dire que l'athlète, quand il arrive à un certain point où il n'est plus capable de faire face, eh bien, il peut utiliser des stratégies qui peuvent être des stratégies de préservation du bien-être, par exemple, ou de la santé mentale, c'est-à-dire que l'athlète va se désengager et cesser les efforts pour atteindre l'objectif, pour continuer le match, par exemple. Donc, ça peut passer par baisser les bras, tout simplement, ou alors exprimer des émotions négatives. Donc, voilà à peu près comment on catégorise les différentes stratégies, les différents outils qu'on utilise au niveau individuel pour faire face aux situations de stress.
Donc ça, c'est plutôt la partie individuelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment on peut faire face à plusieurs. Alors, pourquoi on est arrivé à parler finalement de cette dimension interpersonnelle de la gestion du stress? C'est parce que finalement, les stresseurs, les situations de stress qui sont rencontrées par les athlètes, de sport collectif, mais pas que, peuvent posséder une dimension interpersonnelle, c'est-à-dire qu'elles vont impliquer d'autres personnes et pas que l'athlète lui-même. Donc, il y a plusieurs stresseurs qui ont été identifiés dans la littérature, je vous en ai mis quelques-uns. Par exemple, les stresseurs qui sont liés aux interactions sociales. Donc, des interactions avec d'autres personnes, comme le coach, des conflits entre coéquipiers ou alors une réprimande d'un arbitre, une décision arbitrale. On est sur un facteur de stress, une situation de stress qui va impliquer une autre personne. Aussi, on peut retrouver des stresseurs plutôt individuels qui peuvent être perçus comme stressants par les autres. Par exemple, un joueur dans l'équipe se blesse. Alors, ça peut être perçu comme un stresseur individuel pour le joueur blessé, mais ça peut être également un facteur de stress pour les autres coéquipiers. Comment est-ce qu'on va gérer, par exemple, la suite du match ou la suite de la saison, alors que peut-être, par exemple, notre meilleur joueur s'est blessé? Ou alors une erreur individuelle, par exemple en match, comme je vous ai montré l'exemple tout à l'heure, ça peut être, par exemple, un joueur ou une joueuse qui met un but contre son camp. Ça arrive, mais par contre, ça peut impacter les autres coéquipiers. On a également des stresseurs qui vont être directement évalués comme qui vont impacter collectivement le groupe. Par exemple, faire face à un adversaire particulier. On est collectivement face à un autre collectif et donc on est sur un facteur de stress qui est commun à tout le monde. Alors, il y a plusieurs finalement concepts interpersonnels du coping. Je vais vous en présenter un premier brièvement, c'est le coping dyadique. Le coping dyadique, c'est finalement faire face à une situation de stress à deux, en duo. Donc, ça a été plutôt théorisé dans le champ sportif, dans la relation finalement entraîneur-athlète. Donc, c'est une théorie assez récente parce qu'elle date de 2020 et on est sur le coping dyadique dans les relations entraîneur-athlète. Alors, comment ça se passe? D'abord, donc on est sur un duo qui fait face à une situation de stress. Donc, il faut d'abord qu'il y ait communication sur le facteur de stress. Ça peut être, par exemple, un athlète qui perçoit une situation de stress et qui va communiquer à son coach le fait que cette situation-là le stresse et génère potentiellement des émotions, par exemple, négatives. Ensuite, ce qui se passe, on le retrouve aussi au niveau individuel, ce sont les évaluations primaires et secondaires. C'est-à-dire que, donc dans mon exemple, l'entraîneur va évaluer la situation de son athlète. Si elle a une signification, une importance pour l'entraîneur, alors on s'engage dans des stratégies à deux. Mais si l'entraîneur, le coach, évalue que finalement cette situation, elle n'est pas si importante, pas si significative, alors peut-être que l'athlète va s'engager dans des stratégies plutôt individuelles. Donc des stratégies de coping dyadique, il en existe plusieurs. Ça peut être, donc ce sont des stratégies par deux. Donc ça peut être la planification des actions pour faire face à une situation, je ne sais pas, une prochaine compétition, un prochain match. Comment on planifie. La recherche d'informations. Prendre du recul par rapport à la situation, prendre du recul et essayer de visualiser finalement la situation. La distraction, l'évitement, qu'on retrouve aussi au niveau individuel, l'empathie et l'assistance. Par exemple, l'entraîneur peut assister son athlète ou faire preuve d'empathie. Donc, l'objectif finalement de ces stratégies-là, il y en a deux finalités. C'est soit de soutenir son partenaire, d'accord ? Par exemple, l'entraîneur va s'engager dans des stratégies, dans les mêmes stratégies que son athlète pour le soutenir face à la situation qui l'impacte. Ou alors, ça peut être des stratégies qui sont utilisées, dans mon exemple, par l'entraîneur pour gérer l'influence du stresseur de son athlète sur lui-même. On peut imaginer, par exemple, qu'une contre-performance de l'athlète pourrait, par exemple, impacter la carrière de l'entraîneur. Ça, c'est un exemple. Mais ça illustre finalement cet objectif-là, enfin l'objectif de certaines de ces stratégies, de l'utilisation de ces stratégies. Et enfin, donc, ces stratégies, elles vont avoir des conséquences différenciées sur la performance, sur le bien-être, puisque quand on a un partenaire qui nous soutient ou qui s'engage dans des actions avec nous pour faire face à des situations de stress, eh bien, ça peut avoir des conséquences positives pour la performance, mais aussi le bien-être
de l'athlète ou vice-versa de l'entraîneur. Tout dépend de la situation. Donc voilà pour le coping dyadique, c'est-à-dire le coping ici plutôt dans le champ sportif sur entraîneur-athlète. Donc maintenant, on va s'intéresser à la dimension encore au-dessus, qui implique encore plus de personnes, puisqu'en sport collectif, on n'est pas que deux. Et donc, pourquoi on s'intéresse finalement à ce coping collectif? On l'appelle coping collectif ou communal coping, on peut le retrouver en anglais. Parce que finalement, les situations de stress, comme je vous le disais tout à l'heure, elles peuvent être partagées par plusieurs personnes en même temps. Donc là, on rentre vraiment dans le cadre du coping collectif. Alors, le stress, le facteur de stress peut être partagé de différentes manières. Donc, je vais vous présenter des petits schémas qui, je trouve, illustrent très bien comment finalement un stresseur, un facteur de stress peut impacter plusieurs personnes dans l'équipe. Donc ça, c'est un papier de Doron et Bourbousson de 2017 dans une équipe de basket. Et les schémas illustrent vraiment comment le stress, finalement, peut contaminer, peut être partagé au sein d'une équipe. Donc, il y a plusieurs scénarios, finalement. Ça peut être, par exemple, une erreur individuelle, l'erreur d'un sportif, qui va être une source de stress pour le sportif, mais aussi pour les autres. Donc, erreur individuelle ou, par exemple, une blessure, comme je disais tout à l'heure. Il peut y avoir aussi une erreur individuelle d'un joueur, mais qui ne va pas le stresser, mais par contre qui va stresser tous ses autres coéquipiers. Ça peut être aussi un événement extérieur qui peut être une source de stress commune. Ça peut être par exemple l'arbitre ou le coach qui, de par son attitude ou peut-être ses décisions, va finalement constituer un facteur de stress qui est partagé par tous les membres de l'équipe. On peut également retrouver le cas où on a plusieurs joueurs qui subissent simultanément des sources personnelles de stress. Donc, on peut avoir, par exemple, un athlète qui, je ne sais pas, perçoit son adversaire comme meilleur que lui, un autre qui va être préoccupé peut-être par les supporters, un autre peut-être par l'arbitre, etc. Mais on est sur quelque chose de simultané. Le niveau de performance de l'équipe peut aussi être une source de stress commune, c'est-à-dire si l'équipe n'arrive pas à performer, en tout cas à son meilleur niveau, ça peut devenir une source de stress pour l'équipe. Et dernier cas, le niveau de performance de l'équipe adverse, qui peut, comme je le disais tout à l'heure, devenir une source commune de stress. Donc voilà pourquoi finalement on vient s'intéresser à ce cas théorique du coping collectif, parce qu'on s'est rendu compte dans la littérature que le stress, c'est pas forcément, ou les facteurs de stress ne sont pas forcément perçus par une somme d'individus, mais peuvent être parfois partagés, une même source de stress peut être parfois partagée par plusieurs coéquipiers dans une équipe. Donc, c'est ce qu'on appelle le coping collectif, c'est-à-dire que le coping collectif, c'est lorsque un ou plusieurs individus perçoivent un facteur de stress comme un problème commun plutôt qu'un problème individuel. Donc, on parle de notre problème. Donc, on évalue finalement la situation de stress comme quelque chose qui est de notre responsabilité, là où c'est notre responsabilité d'agir. Donc, il va y avoir une réponse de coping collectif. Lorsque l'importance d'une situation est partagée, il faut que finalement les individus, les membres du groupe pensent que c'est important, cette situation est importante et qu'il faut y faire face. Et il faut qu'il y ait également des actions coopératives, des actions collectives pour faire face à ces situations de stress. Alors, le coping collectif dans la littérature, c'est quelque chose qui est encore peu étudié. Brièvement, je voulais juste vous donner un petit peu l'origine du coping collectif pour voir d'où on part finalement. Ça a surtout été étudié dans, par exemple, la littérature sur les catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'on a des communautés entières qui font face à une catastrophe naturelle et comment la communauté fait face collectivement à cette situation-là. Quelles sont les stratégies qui sont utilisées? Ça a également été beaucoup étudié dans le champ de la santé, par exemple au sein des couples, lorsqu'un des deux partenaires a une maladie, par exemple un cancer, eh bien, le facteur de stress n'est pas perçu comme un stresseur individuel par la personne malade, mais bien un facteur partagé par les deux personnes qui vont mettre en place des stratégies ensemble pour faire face à la maladie. Et ça a également été utilisé dans le champ de la psychologie des familles et notamment la gestion des divorces au sein des familles, qui n'impactent pas forcément
que les deux parents, mais également les enfants. Donc voilà un petit peu d'où on part. Tout ça pour vous dire que finalement, à chaque fois, on retrouve le même schéma. C'est qu'on a une évaluation partagée du stresseur et des actions collectives pour y faire face. Alors, ce cadre finalement du coping collectif, il est quand même à différencier d'autres concepts qui sont également interpersonnels, qui impliquent d'autres personnes. Donc, c'est important de comprendre finalement les nuances entre tout ça. Quand on est sur du coping individuel, ce que je vous ai présenté tout au début, on est sur un athlète qui va évaluer la situation stressante comme son problème et sa responsabilité de faire face. C'est-à-dire qu'il évalue la situation comme importante et il va mettre en place des stratégies individuelles de son côté. Lorsqu'on est dans de la recherche d'aide, de la recherche de soutien, on est dans le cadre où un sportif va être face à une situation de stress qui va l'impliquer lui, mais il va chercher de l'aide d'autres personnes et donc utiliser des stratégies impliquant d'autres personnes pour faire face à un problème individuel. C'est là la recherche d'aide ou de soutien. Par contre, lorsqu'on passe sur une évaluation collective du problème, c'est-à-dire qu'on est sur un problème qui est perçu comme partagé, mais qu'une seule personne considère que c'est à elle d'agir pour faire face à cette situation-là, on est sur de l'aide individuelle ou de l'assistance, c'est-à-dire qu'on est sur un problème partagé qui implique plusieurs personnes, mais finalement, une seule personne va agir. Et la dernière, c'est le coping collectif, ce qui nous intéresse. Donc, on est sur un problème commun et des actions communes pour faire face à ce problème qui nous concerne tous. Donc, le coping collectif, il a besoin de plusieurs ingrédients, finalement, pour que tous les membres de l'équipe ou plusieurs membres de l'équipe s'engagent dans ce processus-là. Ça ne se fait pas comme ça se travaille, et puis ça demande aussi des ingrédients, 3 composantes nécessaires. Il faut d'abord une orientation collective de faire face. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe, ou en tout cas les personnes qui vont s'engager dans les stratégies, doivent croire que mettre en commun leurs ressources, faire face ensemble, c'est la meilleure chose à faire, c'est bénéfique et c'est nécessaire. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Donc, il faut que finalement, chacun ait une orientation collective. Il faut également de la communication sur la situation de stress lorsqu'on fait face à cette situation-là. Alors, ça peut être de la communication verbale ou non verbale. Et puis, le dernier pilier, les actions coopératives. Donc, c'est sur ce dernier pilier que je vais insister maintenant pour vous présenter quelles sont les différentes stratégies au niveau collectif qu'on peut utiliser pour faire face à ces problèmes communs en match, à l'entraînement, en tout cas tout au long d'une saison. Ce n'est pas forcément que en compétition. Donc, ces stratégies de coping collectif, elles ont été regroupées en 4 dimensions, 4 catégories, qui se rapprochent beaucoup finalement du coping individuel, avec une petite subtilité. Donc, on a d'abord les stratégies qu'on appelle les stratégies de résolution collective du problème, c'est-à-dire que ces stratégies-là, elles sont utilisées donc, pour faire face à la situation de stress. C'est un petit peu comme le coping individuel, sauf que là, on est plusieurs. Donc, on va analyser ensemble la situation, mettre en place un plan collectif pour faire face à la situation. Par exemple, on est en match, on est mené au score. OK, maintenant, on est mené au score. Qu'est-ce qu'on fait? Quel plan on utilise? Comment jouent nos adversaires? Donc, il faut du partage de ces informations-là, de la communication. On peut aussi augmenter le niveau d'effort, etc. Toutes ces stratégies-là, toutes ces actions-là, elles rentrent dans cette catégorie de stratégie de résolution du problème au niveau collectif. La deuxième catégorie, ce sont les stratégies de régulation collective des émotions. Donc là, on est sur de la gestion des émotions, typiquement de la régulation émotionnelle interpersonnelle. Ça peut être également l'utilisation de stratégies comme la réassurance, c'est-à-dire plusieurs coéquipiers vont rassurer, par exemple, une ou un coéquipier qui est un petit peu moins bien. Donc, ça passe vraiment par ces stratégies de régulation émotionnelle. La troisième catégorie de désengagement donc collectif, cette fois-ci de l'objectif. Donc, on va être sur la diminution des efforts, mais au niveau collectif. C'est-à-dire que l'équipe ou plusieurs coéquipiers vont
diminuer les efforts, voire cesser les efforts. Par exemple, en match, ils vont moins s'engager, moins courir, etc. Donc, ça passe par des stratégies donc, de désengagement, comme je viens de vous l'expliquer, mais ça peut aussi passer par des stratégies d'expression des émotions négatives. C'est-à-dire qu'on exprime notre frustration, on commence à se mettre en colère les uns contre les autres. Donc là, on se désengage finalement, on se détourne de l'objectif et on vient en plus contaminer les autres partenaires avec des émotions plutôt désagréables. La dernière catégorie, celle qui finalement se différencie du coping individuel, ce sont les stratégies de maintien des relations. Ces stratégies-là, elles vont venir réguler, maintenir les relations au sein du groupe. Donc ça peut être par exemple du soutien motivationnel, se remotiver, se rebooster. Ça peut être aussi des stratégies qu'on appelle, alors il n'y a pas vraiment de traduction française, mais des stratégies de social joining, c'est-à-dire ce qu'on peut voir souvent sur les terrains où on vient se mettre en cercle, se mettre en bulle, se regrouper physiquement sur le terrain, ou aussi par exemple des stratégies de compensation, c'est-à-dire que plusieurs coéquipiers vont venir compenser les actions d'un ou d'une coéquipière qui est peut-être un petit peu plus en difficulté. Donc voilà, ce sont des stratégies qui finalement font intervenir plusieurs personnes et qui ont des objectifs différents. Alors, ces stratégies-là, elles ont différentes conséquences. Peu étudiées pour l'instant dans la littérature, mais ça va venir. Sur les papiers, pour l'instant, qu'on a dans le contexte sportif, on a par exemple des papiers ou des travaux qui se sont intéressés sur finalement comment un parent ou des parents et leur enfant vont pouvoir gérer des situations de stress. Par exemple, une désélection en football dans une équipe de foot, un enfant qui n'est pas pris dans la sélection, comment les parents et l'enfant font face, quelles stratégies ils mettent en place. Et ça a été également étudié dans des communautés de danseurs, c'est-à-dire que les danseurs, quand ils ne sont pas pris, par exemple, sur des castings, on est aussi sur un processus de sélection, bien comment ils font face avec leur communauté à ces situations-là. La littérature montre, en tout cas sur ces papiers-là, que les stratégies utilisées, donc ça va être de la régulation émotionnelle, du soutien, elles permettent la régulation des émotions négatives, mais surtout elles permettent aux individus, donc à l'enfant ou au danseur qui n'a pas été pris à son casting, de retourner à l'entraînement après un échec. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été montré empiriquement, mais aussi des conséquences du coping collectif qui n'ont pas encore été démontrées empiriquement, mais qui ont été postulées par Lyons et ses collaborateurs. Donc, il y aurait des conséquences positives de l'engagement dans du coping collectif sur l'équipe et ses membres. On peut supposer que utiliser des stratégies collectives de gestion du stress, ça permet d'augmenter finalement la palette d'outils qu'on a à sa disposition pour faire face à des situations de stress. On a notre palette d'outils individuels, mais on a aussi notre palette d'outils collectifs avec les coéquipiers. Et ça peut également engendrer des bénéfices au niveau émotionnel, c'est-à-dire que s'engager collectivement face à des situations de stress, ça permet de ne pas vivre la situation seule, et donc justement de mieux la vivre puisqu'on la partage avec d'autres. Il peut y avoir également des conséquences sur les relations au sein de l'équipe, c'est-à-dire que finalement, utiliser des stratégies collectives facilite la cohésion de groupe, mais également contribue au bien-être de ce groupe, puisqu'on a de l'entraide, chacun est valorisé pour ses compétences et son apport au sein du groupe. Alors, en image, le coping collectif peut prendre donc plusieurs formes, puisqu'il y a plusieurs stratégies, donc ça peut ressembler à ce genre de choses. Vous avez en haut à gauche, par exemple, le social joining. Ça peut être aussi des stratégies d'analyse ou de partage d'informations. Stratégie d'expression des émotions négatives. Alors là, on voit qu'un seul joueur, mais on peut imaginer qu'ils sont plusieurs à faire la même chose. En bas à droite, peut-être du désengagement collectif, où chacun commence un petit peu à baisser les bras face au niveau de l'adversaire. Et puis d'autres stratégies qui sont utilisées par certaines nations, notamment en rugby, comme les rituels, qui peuvent constituer également des stratégies collectives de gestion du stress. Donc globalement, finalement, cette gestion du stress, quand on mixe un petit peu l'individuel et le collectif, ben finalement, en fonction de comment on va évaluer la situation de stress, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement important
que pour moi ou est-ce que c'est partagé? Est-ce que je vais engager des actions individuelles que de mon côté ou alors est-ce que je vais contribuer à une action collective au sein de l'équipe? Donc voilà, il y a un petit peu ces deux continuums-là sur l'évaluation et l'action qui emmènent à des conséquences sur la performance et sur le bien-être. Donc voilà où on en est un petit peu au niveau théorique sur le coping collectif. Finalement, ce mélange entre l'individuel, avec un curseur entre finalement l'individuel et le collectif, en fonction de la situation et de l'individu, bien sûr. Donc maintenant, je vais vous partager quelques stratégies d'intervention sur ces stratégies collectives. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais par exemple, je voulais vous présenter ce programme-là. Donc, c'est le programme 5 majeur qui permettait d'entraîner les compétences émotionnelles, donc interpersonnelles, et également les stratégies de coping. Donc, on était sur 1 heure toutes les 3 semaines et il y avait 5 séances, donc 5 blocs où on venait travailler en collectif. Enfin, ce n'était pas des séances individuelles, c'était vraiment des séances collectives où on venait travailler soit les compétences émotionnelles interpersonnelles ou les stratégies collectives. Donc, ça passait par exemple par la construction d'un blason pour avoir une construction finalement de clarification des valeurs de l'équipe, par exemple. Un deuxième bloc une deuxième séance sur la régulation des émotions. Donc, finalement, être capable d'exprimer ses émotions, de partager pour comprendre comment l'autre fonctionne. Ça résonne aussi avec le bloc 3 sur les connaissances partagées. Quelles sont les stratégies collectives qu'on peut mettre en place ensemble face aux différentes situations de stress qu'on peut rencontrer? Quel va être notre fonctionnement collectif finalement? Comment on le travaille? Ça se prépare. Une 4e séance sur plutôt des jeux de rôle. Donc, ça peut passer, par exemple, par demander à une des joueuses d'avoir une attitude négative ou d'exprimer des émotions négatives ou baisser les bras, par exemple. Et donc, comment l'équipe fait pour gérer, finalement, les attitudes de chacune ou chacun au sein du groupe. Pareil, ça se travaille. Et puis, un dernier atelier plutôt pour faire le bilan, finalement, de ce programme-là. Donc ça, c'est un premier programme qui donne des idées finalement sur ce qui peut être fait pour améliorer la performance, mais également le bien-être et puis aussi les relations au sein de l'équipe parce qu'on comprend finalement comment chacun au sein du groupe fonctionne. Un deuxième programme que je voulais vous présenter, alors lui, c'est un programme d'intervention sur le coping individuel, mais qui peut très bien être réadapté finalement sur le coping collectif. Ce programme-là, pour vous donner un petit peu le contexte, c'était sur l'accompagnement de jeunes joueurs qui étaient en transition vers donc des rugbyman, qui étaient en transition vers un environnement de plus haut niveau. En fait, ils montaient d'un cran dans le championnat. Et donc, c'était pour les accompagner finalement vers cette transition-là, parce qu'on change de contexte, on change d'exigence, etc. Donc, il y avait 6 séances d'1 heure sur 8 semaines. Et donc, on avait plusieurs blocs. Donc, deux premiers blocs de séances plutôt théoriques, où là, on venait finalement, enfin, les intervenants venaient finalement présenter ce que c'était le stress, finalement, c'est quoi le stress, comment on le définit, qu'est-ce que le coping, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser. Dans un deuxième temps, les évaluations cognitives et les émotions, quelles sont les émotions que l'on ressent sur le terrain. C'est quoi finalement faire face de manière efficace? Comment est-ce qu'on évalue telle ou telle situation? Ensuite, 3 séances plutôt axées sur les situations de stress fréquemment rencontrées, les stratégies que l'on peut associer à ces différents stresseurs. Alors, il balayait tout un tas de stratégies. Ça allait de la fixation d'objectifs, à la routine, la respiration. Donc là, on est sur de l'individuel, mais on peut aller sur des stratégies collectives que je viens de vous présenter. Et puis, une dernière séance plutôt sur les types de soutien disponibles. Donc là, plutôt en lien avec le staff, c'est-à-dire comment on peut travailler en lien avec le staff, quels sont les soutiens que l'on a à notre disposition pour faire face à certaines situations de stress. Donc là, on est plutôt sur de la communication, de la discussion entre les joueurs et le staff. Dernière petite chose sur les stratégies d'intervention.
que j'ai pu mettre en évidence pendant ma thèse, c'est quelques petites pistes. Là, on était vraiment sur des situations particulières, mais ça montre aussi quelles sont les stratégies qui sont utilisées lorsqu'on est vraiment dans des situations de crise. Donc là, pendant la crise sanitaire, par exemple, ce qui ressortait, c'était que les stratégies de régulation des émotions et de maintien des relations, c'est vraiment des stratégies qui étaient efficaces dans des situations où finalement, on avait très peu de contrôle. Finalement, la situation, elle est comme elle est. On ne peut pas la changer, on n'a pas de maîtrise sur cette situation-là. Et donc, on va utiliser des stratégies plutôt de régulation des émotions, plutôt qu'utiliser des stratégies de résolution de problèmes, parce que finalement, on ne peut pas le résoudre, le problème. Donc, si on utilise ce genre de stratégie, on s'épuise. Donc, plutôt utiliser de la régulation émotionnelle. Également, ce qui ressortait, c'était que le développement des liens sociaux était important, c'est-à-dire avoir en tout cas du soutien disponible. Savoir que les personnes qui nous sont proches, le coach, les autres coéquipiers, la famille, sont à notre disposition, sont disponibles pour nous soutenir. Ça aussi, c'était important. Toujours en lien avec la crise sanitaire, même dans le contexte des Jeux olympiques, de la préparation olympique, on était vraiment sur des stratégies orientées vers la régulation des émotions. Et finalement, ce que ça montre aussi, les retours qu'on a, c'est que c'est important d'avoir des interventions collectives, c'est-à-dire que ces stratégies collectives ne peuvent pas être travaillées sur des séances individuelles. Il faut de la discussion, du dialogue pour comprendre comment les autres fonctionnent, ce qui ne marche pas, ce qu'on va faire ensemble pour faire face à certaines situations, comment chacun vit telle ou telle situation. On peut avoir une même situation, mais vécue très différemment par les joueurs. Et puis également, une sensibilisation sur le partage du stress et des émotions, ça c'est quelque chose d'important, parce que finalement, les athlètes, les joueurs, ne sont pas forcément conscients que leur attitude, leur langage, on va dire, non-verbal, leur langage du corps, notamment, peut avoir une influence, peut contaminer au niveau émotionnel, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, peut contaminer les autres, et pas que le langage du corps, exprimer ses émotions négatives notamment, ça peut avoir un impact sur les autres coéquipiers, puis ça peut devenir également une source de stress. Un coéquipier peut devenir une source de stress de par son attitude. Donc, sensibiliser finalement à ce partage-là, le fait que le stress peut être partagé, les émotions peuvent être partagées, ça, c'est important aussi pour qu'ils puissent s'en rendre compte. Et enfin, je terminerai très rapidement sur les perspectives de recherche, là où finalement, on n'a pas trop de réponses pour l'instant. Ça va être par exemple, le lien entre les différentes stratégies de coping et les émotions particulières qui vont être ressenties par les individus, ou en tout cas différentes situations de stress partagées, le lien entre ces situations de stress partagées et les émotions ressenties. Donc là, il y a tout un travail à faire sur le côté émotionnel. Également, on n'est pas encore en capacité d'identifier quels antécédents orienteraient, en tout cas, favoriseraient l'engagement dans des stratégies collective, en termes de peut-être de personnalité ou de cohésion de groupe ou d'identité sociale, etc., ou d'intelligence émotionnelle. Et puis, je terminerai peut-être, alors les relations interpersonnelles, il y a des travaux qui sont en cours, notamment sur le leadership, pour savoir finalement quel est le lien finalement entre les relations au sein du groupe et les stratégies de coping collective utilisées. Et puis un dernier point peut-être sur le rôle du staff, c'est-à-dire comment l'entraîneur est impliqué, le staff, je parle de l'entraîneur, mais il y en a d'autres, comment l'entraîneur est impliqué dans les stratégies qui peuvent être mises en place sur le terrain, par exemple, et en dehors. Et puis, quelles sont les stratégies collectives qui peuvent être utilisées au sein même du staff? Parce que les joueurs rencontrent des situations de stress, mais le staff aussi. Et donc, il faut qu'ils soient également en capacité de gérer ces situations de stress. Et si c'est collectivement, ça peut être peut-être encore plus bénéfique que de gérer la situation de son côté. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez partager également des expériences de terrain ou autres. Merci beaucoup, Émilie, pour ta présentation. On est très nombreux ce soir à t'avoir suivi, donc je propose de faire le relais des questions qui sont dans le chat.
Évidemment, n'hésitez pas pour ceux qui en ont encore ou si vous souhaitez rebondir, je garde un œil sur le chat. Donc, on a une première question qui est arrivée de Jean Fournier sur le... Alors, je vais poser directement la question. Est-ce que la pleine conscience fait partie des stratégies de coping? Et si oui, où est-elle rangée? Donc, j'imagine que ça évoquait plutôt sur la partie du coping individuel. Et si tu peux nous en dire plus à ce sujet. Très bonne question. Alors, je suis pas une grande spécialiste de la pleine conscience, pas autant que Jean en tout cas, mais la pleine conscience, après, j'imagine en tout cas qu'on peut la ranger dans les stratégies de régulation des émotions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la visualise. Acceptation, ouais, acceptation des émotions, moi, je la rangerais plutôt dans cette catégorie-là. Après, je sais pas si Jean, si tu avais une arrière-pensée derrière cette question. Moi, c'est parce que pendant longtemps, pleine conscience et coping ont pu être opposés dans la littérature et je pense que c'était plutôt sur cet aspect-là que Jean voulait voir si c'était intégré dans... Enfin, si tu l'intégrais parmi les stratégies ou au contraire, est-ce que c'était une autre forme de modélisation? Or, ben, pour moi, ça reste une stratégie, ça peut être une stratégie dans le sens où on voit dans la littérature des stratégies d'acceptation des émotions, acceptation des pensées. Donc oui, pour moi, ça pourrait être effectivement une stratégie qu'on rangerait dans cette catégorie, si on peut vraiment les cloisonner, de régulation des émotions. Ouais. Ok. J'ai une autre question aussi de Marvin. Est-ce que le cas du coping collectif fait émerger de nouvelles stratégies que celles qui sont connues dans le modèle initial? Tu l'as un petit peu présenté, mais est-ce que tu peux peut-être plus détailler effectivement l'originalité du modèle au niveau collectif? Alors, le modèle initial, le coping individuel, si je comprends Oui, bien. Oui. oui. Alors oui, il y a des stratégies effectivement qui sortent, qui sont différentes du coping individuel. Bah, en soi, elles sont toutes différentes du coping individuel puisqu'elles font intervenir plusieurs personnes. Mais celles qui sortent un petit peu du lot, c'est toutes ces stratégies de régulation des relations où on vient se remotiver ou alors se regrouper. On l'a beaucoup vu, par exemple, pendant la Coupe du Monde de rugby. Il y avait l'équipe de France, mais pas que, hein. Il y a d'autres pays étrangers, d'autres équipes qui se sont appropriées aussi cet outil-là. Donc, c'est un outil qui est très utilisé en rugby. Donc, ça fait partie des stratégies qui sortent du lot par rapport au coping individuel. Mais pour moi, elles sont toutes différentes du coping individuel dans la mesure où elles font intervenir finalement plusieurs personnes. Et donc, ça demande de la communication, de la coordination pour mettre en place ces stratégies-là. Ok. On a une autre question de Nicolas qui demande, dans le cadre du coping collectif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle du langage, donc, qui lui paraît essentiel, et notamment dans le déclenchement des émotions? Est-ce que tu as parlé de communication, mais est-ce que aussi tu peux un peu plus préciser sur la partie langage, communication verbale? Alors, sur la partie communication verbale ou non verbale, je suis Alors, désolée. c'était le langage, mais j'imagine, Nicolas, n'hésitez pas, si jamais je restitue mal la question, à intervenir. Euh, je pense que c'est le langage au sens général. Ok. Du coup, si j'ai bien compris la question, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît, Jules? Ouais, alors, dans le cas du coping collectif, le rôle du langage me paraît essentiel. Le langage déclenche nos émotions. Je n'ai pas, en fait, il l'a pas forcément entendu, mais comme à un moment donné, tu revenais sur l'idée que la communication était importante dans ce processus, peut-être que tu peux revenir Ah oui, pardon. alors, Ok. sur la communication verbale. J'ai la Ah, précision dans le communication chat. verbale. Oui, alors, communication verbale plutôt dans le sens, quand je l'ai présenté tout à l'heure, ça peut être par exemple l'expression des émotions négatives. C'est-à-dire que par exemple, on est pendant un match et il y en a un qui pète un câble, qui exprime vraiment ses émotions, qui est frustré, qui est obligé de déballer finalement ces émotions négatives-là. Et en fait, une situation qui était peut-être pas forcément stressante, par exemple, on peut imaginer que l'équipe est menée au score, une situation qui était peut-être pas forcément vécue comme quelque chose de stressant par les autres, peut le devenir
à cause de l'attitude de ce coéquipier-là. Alors, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, mais finalement, ça peut changer l'évaluation de la situation par les individus. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs membres de l'équipe qui, OK, sont menés au score, viennent de prendre un panier, deux paniers, trois paniers, etc. Mais peut-être qu'ils ne l'évaluent pas finalement comme quelque chose de dépassant leurs ressources. Ils pensent encore qu'ils sont en capacité de pouvoir faire face. Et le fait que ce coéquipier-là ou cette coéquipière ait cette attitude-là, communique de cette façon, ça peut rendre la situation stressante, peut-être même anxiogène, alors que ça ne l'était pas à la base. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'attitude de chacun peut finalement changer l'évaluation que les individus ont de la situation à l'origine. Donc, ça peut peut-être aggraver la situation, ou en tout cas rendre une situation stressante, alors qu'elle ne l'était pas forcément au départ. Donc ça peut être une première piste. Mais c'est pareil, enfin, c'est communication verbale, mais ça peut être aussi communication non verbale. Voilà. Il y a une question qui suit de Corentin, qui peut être aussi un peu plus globalement dans cet élément de réponse que tu as donné. La gestion des émotions négatives des leaders a-t-elle un impact significatif sur le groupe et est-ce que ça a été étudié dans la littérature? Alors ça, c'est une bonne question. Le lien entre finalement le leadership, le réseau de leadership, les leaders au sein de l'équipe et finalement les stratégies collectives qui sont utilisées, c'est des travaux qui sont en cours. Parce que dans la littérature, ça n'a pas été étudié. En tout cas, le leadership, il y a une très grosse littérature là-dessus. Mais par contre, on ne fait pas encore le lien entre la structure du leadership au sein d'une équipe, les actions du leader, comment le leader finalement agit pour réguler les émotions, si c'était là la question sur la régulation des émotions. On ne fait pas encore tout à fait le lien entre finalement cette structure au sein du groupe et les stratégies qui sont utilisées par le groupe. C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction du comportement du ou des leaders, on va plutôt aller sur de la régulation émotionnelle ou plutôt sur de la résolution de problèmes? Est-ce qu'on va plutôt laisser faire le leader et laisser le leader fédérer, gérer les stratégies? Ou alors est-ce qu'il y a différentes personnes qui ne sont pas forcément des leaders à la base, mais qui vont sortir du lot pour mettre en place ou l'idée ces stratégies-là ou proposer ces stratégies? Mais ça, ce sont encore des questions qui sont en suspens, qui sont très intéressantes et ça constitue des travaux qui sont en cours. Mais en tout cas, oui, le lien leadership et structure au sein du groupe au niveau des relations et stratégie de coping collective me semble éminemment important. On vient plutôt maintenant sur des questions sur la partie application pratique de ta présentation et notamment il y avait une question de Brice sur est-ce que tu peux préciser ce qu'il y a derrière le blason de l'équipe sur la partie du programme 5 majeur? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le blason de l'équipe? C'est pas moi qui ai mené évidemment le programme, mais ce que je peux dire, c'est que l'idée, c'est vraiment de construire finalement quelque chose de... C'est un blason, c'est avoir finalement un... Comment on pourrait dire ça? Pas une mascotte, mais quelque chose qui nous représente. C'est un peu le même principe que la mascotte, c'est-à-dire quelque chose qui nous représente pour avoir une identité commune. Avoir une identité commune, des valeurs communes, des choses qu'on partage en tant que groupe. Donc ça rejoint un petit peu cette histoire de blason. C'est très très lié à ces concepts d'identité sociale, où finalement, plus on va renforcer l'identité sociale, plus les individus vont être s'identifier comme étant membres d'un groupe, et donc on va renforcer finalement l'appartenance du groupe en partageant des valeurs communes, en ayant des objectifs communs. Et donc ça, avoir ce socle finalement solide où tout le monde est vraiment orienté vers quelque chose de collectif, quelque chose de commun, et ben ça peut être finalement le socle de stratégie collective. Parce qu'en fait, à mon sens, ce n'est que personnel, mais je pense qu'on ne peut pas utiliser de stratégie collective, c'est-à-dire commune, pour faire face à vraiment quelque chose, à un obstacle ensemble, si
déjà, on ne se considère pas comme un groupe soudé qui partage des objectifs, des valeurs, etc. Ça semble être une des bases. Et c'est en ça que ce programme est très intéressant, parce il vient travailler ce genre de choses. Alors, il y avait une question aussi de Charlène sur les outils qu'on pourrait mobiliser. Donc, évidemment, tu as présenté des types d'interventions. Mais là, la question qui est posée, et Charlène, n'hésitez pas aussi à compléter si besoin, c'est est-ce qu'il y a des outils extérieurs qui pourraient être utilisés, type hypnose, aromathérapie en olfaction, pour anticiper des situations et d'éventuelles solutions au niveau, j'imagine, collectif? Alors là, ça sort vraiment de mon champ de compétences, je l'avoue. Euh, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. J'ai pas les compétences pour répondre à cette question. Est-ce que euh, l'hypnose pour travailler les stratégies collectives? En tout cas, est-ce qu'il y a des techniques qui pourraient être. Est-ce que toi, tu as vu dans des travaux sur des interventions, par exemple, même si c'est en dehors du sport, des techniques qui peuvent être utilisées dans ces programmes-là, en dehors de ce que tu as présenté? S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. On n'est pas obligé Euh, d'avoir. oui, oui, non, j'essaie de réfléchir pour savoir si j'aurais lu quelque chose à ce sujet, mais non, j'ai pas. J'ai, dans les champs des catastrophes naturelles ou des divorces ou de la santé, plutôt dans les maladies chroniques. Ce qui est beaucoup utilisé, c'est finalement le dialogue. C'est de discuter. euh, donc, c'est la base aussi des interventions collectives. On est vraiment sur le dialogue, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, quelles actions on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire en équipe, en groupe ou à deux, en tant que couple ou en tant que famille. Beaucoup sur le dialogue, la communication, encore une fois, ça reste le pilier finalement. Mais non, je n'ai pas lu de choses sur l'hypnose ou autre. Je suis désolée. Ok. Il y a des questions alors de plusieurs personnes autour du rôle de l'entraîneur. Donc, je vais essayer de les synthétiser. Comme ça, je pense que ça t'aidera à peut-être faire une réponse un peu plus globale. Pardon. Marvin qui pose une question. Est-ce qu'il y a des études qui montrent comment le discours d'avant-match d'un entraîneur peut affecter l'état de stress des joueurs ou des joueuses? Et il y avait une autre question aussi, un peu dans ce sens, de Lily. Est-ce qu'on a déjà étudié des situations où le coach avait des problèmes pour gérer son stress? Si oui, l'équipe peut-elle jouer un rôle sur la gestion de ce stress, enfin, du stress de l'entraîneur? La première question, c'était sur Est-ce que le discours d'avant-match, Ah oui, le rôle de l'entraîneur en fait, hein, et le rôle de l'équipe vis-à-vis de l'entraîneur? d'accord. Ben, le rôle de l'entraîneur, ça a été montré dans la littérature. Alors, le discours d'avant-match, précisément, j'ai pas le souvenir, donc je pourrais pas dire oui ou non. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais dans la littérature, ça a été montré que le coach euh, peut être, peut être une source de stress pour ses joueurs de par son attitude. On imagine par exemple une situation où le coach il est sur le bord du terrain, il fait que crier sur ses athlètes, ça arrive, ça peut être une source de stress. C'est-à-dire que si le comportement de l'entraîneur n'est pas en adéquation avec ce que souhaiterait en tout cas l'équipe, ça peut entraîner du stress déjà, de la contre-performance, mais aussi des conflits et de la mauvaise communication. Donc, ce qui est important, c'est la communication, c'est-à-dire, ben, il y a quelque chose qui ne va pas en termes d'attitude. Enfin, le coach n'adopte pas la bonne attitude par rapport à ce que souhaiterait l'équipe. Donc, ça passe par de la communication. Et en termes d'intervention, par exemple, ça peut être typiquement une séance collective avec les joueurs, l'entraîneur, et du dialogue finalement sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont les stratégies. Euh, oui, pour revenir à la question, le coach peut être une source de stress pour son équipe. Alors, le discours d'avant-match, précisément, on peut imaginer, tout dépend du discours d'avant-match, évidemment, ça peut. Ensuite, le rôle des joueurs pour gérer le stress de l'entraîneur.
Alors, au niveau collectif, je ne sais pas. Il n'y a pas de papier là-dessus. Par contre, au niveau du coping dyadique, donc c'est-à-dire le coping entraîneur-athlète, il y a des stratégies qui sont utilisées où finalement c'est l'athlète qui va aider le coach, mon entraîneur, à gérer ses sources de stress. Mais en général, c'est pas dans la majorité des cas, mais en général, ce qui est dit dans la littérature, c'est que ces stratégies-là, en général, elles ne permettent pas au sportif de bien performer, parce qu'en fait, il n'est pas focalisé sur ce que lui, il est en train de faire, sur sa performance, etc., mais il est obligé de soutenir son entraîneur. Alors qu'on pourrait partir du principe que normalement, c'est plutôt l'inverse. C'est l'entraîneur qui vient soutenir son athlète. Donc l'athlète, il se disperse un petit peu et il doit finalement venir aussi soutenir son entraîneur. Ce n'est pas forcément des stratégies qui sont très adaptatives. Mais en tout cas, au niveau dyadique, donc à deux, oui, ça a été recensé dans la littérature, mais au niveau collectif, non, je ne crois pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Merci. Il y a une question intéressante de Marianne sur le fait que tu as présenté les différentes stratégies, notamment le désengagement comme une stratégie à part entière. Et la question, c'est est-ce réellement une stratégie acceptable dans le coping collectif ou un signal devant entraîner une autre action? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que le désengagement, même au niveau individuel, le désengagement, c'est généralement une stratégie qui n'est pas très adaptative, puisqu'on vient se désengager, donc on va moins bien performer sur l'instant T. Néanmoins, le fait de se désengager, même se désengager momentanément, par exemple, ça peut être bénéfique dans le sens où, au bout d'un moment, quand on n'a plus les ressources à l'instant T pour faire face à la situation, eh bien on vient finalement un petit peu récupérer, on se désengage pour récupérer et puis ensuite repartir dans l'action. Donc le désengagement, c'est souvent vu, même dans la littérature sur le coping individuel, comme quelque chose qui n'est pas adaptatif, bon, à juste titre, dans un sens, mais ça peut aussi avoir des bénéfices dans certaines circonstances où vraiment ou alors on n'a pas le contrôle finalement sur la situation et on essaie des stratégies, ça ne fonctionne pas, on s'épuise, et au bout d'un moment, ces stratégies, elles deviennent pas nécessaires, mais je pense bénéfiques parce que quand on arrive à un certain niveau qu'on peut plus, eh bien, on peut que aller vers ces stratégies-là, quoi. Donc, à mon sens, ces stratégies des engagements sont des stratégies qui sont pas dans la majorité des cas adaptatives, mais qui peuvent, dans certains cas, avoir des bénéfices. Merci. On a une autre question aussi sur, alors je vais la poser plus spécifiquement, donc c'est une question de Valentin. Est-ce que l'on peut penser que lorsque la source de stress provient du collectif, par exemple un coéquipier, ce que tu as un petit peu montré tout à l'heure, il sera plus difficile de s'engager dans des stratégies de coping collective avec celui-ci? Si oui, comment pourrait-on y pallier? Bonne question. Alors, j'imagine que dans un premier temps, lorsque la source de stress, c'est un coéquipier, peut-être que les stratégies collectives. Alors, quand on parle de stratégie collective, c'est pas forcément toute l'équipe entière. Ça peut être, par exemple, une partie de l'équipe. Donc, on peut imaginer qu'une partie de l'équipe utilise des stratégies pour venir remobiliser ou en tout cas recadrer. Enfin, après, ça dépend la source de stress liée au coéquipier. Mais dans un premier temps, déjà peut-être mettre une stratégie en place à plusieurs pour venir justement gérer cette source de stress qui est le coéquipier. C'est comme ça que je verrai la chose. Et ensuite, quand ça revient à peu près à la normale, si on y arrive, repartir sur des stratégies collectives. Mais dans les faits, s'il y a un coéquipier qui est la source de stress, l'urgence, entre guillemets, pour une performance, enfin, pour la meilleure performance possible, c'est que tout le monde soit à son meilleur potentiel. Donc, c'est de venir remobiliser la personne je sais pas, elle peut baisser les bras, plus faire d'efforts, elle peut pas arrêter de crier sur les autres. Ça peut être également le rôle d'un des leaders. Si on sort un petit peu du coping collectif, ça peut être aussi le rôle d'un des leaders ou du capitaine ou de la personne qui a ce rôle-là
de venir réguler ce genre de choses pour ensuite pouvoir repartir sur des stratégies collectives. Alors là, c'est vraiment la situation idéale. Je ne sais pas si c'est toujours possible de venir remobiliser le coéquipier en plein match, mais c'est comme ça que je visualiserai la chose. On va prendre les dernières questions parce que l'heure tourne. J'ai une question de Marc. Est-ce que véhiculer le message selon lequel nos émotions peuvent être contagieuses, ce qui est vrai, ne pourrait pas encourager les joueurs à supprimer, cacher leurs émotions négatives et ainsi les renforcer, ce qui serait au final plutôt délétère? Alors, en fait, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que si on a un coéquipier qui ne fait que exprimer ses émotions négatives, en fait, c'est la répétition, je pense, qui fait que c'est délétère. Une personne qui va l'exprimer peut-être une fois, ça va passer. L'idée, c'est aussi de travailler en amont, avant les compétitions, avant les matchs, sur finalement qu'est-ce qu'on accepte au sein de l'équipe, quelles sont les attitudes qui sont acceptées. Qu'est-ce qu'on peut tolérer comme attitude, ce que les autres acceptent. Donc là, c'est encore une fois, ces connaissances partagées, ces valeurs, ces attitudes finalement communes. Qu'est-ce que l'équipe accepte? Et donc, l'idée, c'est pas de cacher ses émotions, parce que si on cache ses émotions, on empêche les autres de peut-être venir réguler nos émotions et venir nous soutenir finalement de la régulation émotionnelle interpersonnelle. Donc, l'idée, c'est pas de réprimer toutes ces émotions, mais c'est par contre de venir communiquer avec les autres, par exemple, sur les situations quand on est en match. Alors, on n'a peut-être pas souvent l'occasion de communiquer, mais si on peut venir communiquer, demander de l'aide au collectif. Et puis aussi, le deuxième point, c'est de venir travailler en amont sur les attitudes acceptables et aussi que finalement, travailler en collectif sur comment chacun fonctionne. C'est-à-dire que comment chacun réagit à ces situations-là. Et donc, quand on sait comment l'autre fonctionne, ben, on est capable de venir l'aider en fonction de l'attitude ou des paroles qu'il va avoir, de comment il va nous répondre si on lui parle, etc. Donc, l'idée, évidemment, c'est pas de réprimer ses émotions, ce sera délétère, mais c'est d'avoir un juste milieu qui va être accepté par tout le monde au sein du groupe. C'est trouver ce juste milieu, je dirais. Je vais te partager une dernière question et je m'excuse pour celle que j'aurais pas eu le temps de poser. Alors, c'était une question sur le haka des All Blacks. Dans quelle stratégie tu rangerais le haka? Le haka, je dirais que ça pourrait aller dans plusieurs catégories. Ça pourrait aller peut-être dans de la régulation émotionnelle. Et ça pourrait aller aussi dans les stratégies de maintien des relations, se motiver tous ensemble, être regroupés à un même endroit du terrain, être portés finalement par cette culture, cette tradition, ces gestes faits en même temps, etc. Donc je dirais que ça pourrait aller dans peut-être deux catégories, régulation des émotions et puis maintien des relations, ces rituels-là. Très bien, merci Émilie pour déjà pour ta disponibilité, pour ta présentation très claire qui est saluée dans le chat, pour l'ensemble des réponses aux nombreuses questions. Je voulais aussi remercier tous les participants et participantes ce soir qui étaient très nombreux. Et donc, juste vous rappeler la prochaine date à noter sur les journées d'études de la SFPS qui se dérouleront à Lyon, à l'UFR STAPS de Lyon, du 22 au 24 mai. Donc, vous pouvez noter dès à présent la date. Sinon, vous retrouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux de la SFPS et sur le site web. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a convenu. Et puis, on ne tardera pas à vous envoyer le programme de 2024. Voilà. Merci à tous. Merci Émilie encore pour ta présentation et ta disponibilité ce soir. Et très bonne soirée.